ce projet n'aurait pas pu naître de la manière dont il est né aujourd'hui sans l'ILD et Pladifest. Alors, chère Capucine Noblesse, tu es docteur en économie et chargée de recherche post-doc à l'Institut Louis Bachelier et à la Banque de France. Aujourd'hui, nous allons découvrir un projet ambitieux. Tu as co-créé un indice pour suivre les prix des métaux critiques essentiels à la transition bas carbone, conçu pour les chercheurs, décideurs et praticiens. Tout à fait. Donc, bonjour Shaima. Merci pour cette opportunité de présenter mes travaux de recherche. Donc, effectivement, au sein de mon postdoc, donc avec la Banque de France et l'Institut Louis Bachelier, je travaille notamment pour un projet qui s'appelle Pladifest. Donc Pladifest, le but c'est de créer une plateforme qui vient héberger des données ou créer de nouvelles bases de données pour stimuler, améliorer la recherche. Et donc en fait, dans le cadre de ce projet, eh bien c'est là qu'est né notre projet avec mon co-auteur Jean-Baptiste Haas, qui a pour but de créer un indice métaux critiques, métaux nécessaires à la transition énergétique. On peut peut-être expliquer rapidement pourquoi ils sont critiques. Pourquoi donc une liste établie par la Commission européenne, c'est au nombre de 34 à peu près. Oui, tout à fait. Donc on a un enjeu en fait d'approvisionnement. Pourquoi ces métaux sont sensibles? Oui, tout à fait. Donc en fait, on va parler de plus en plus de métaux critiques. La criticité, généralement, ça renvoie à plusieurs notions. On a notamment une notion de criticité économique, c'est-à-dire que c'est des métaux qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de notre économie. Et puis la criticité renvoie également à une notion de chaîne d'approvisionnement, donc potentiellement de tension sur la chaîne d'approvisionnement de ces métaux. Et c'est en ça qu'un métal peut être dit critique ou non. Donc en fait, c'est des métaux, donc on va avoir le cuivre, on peut avoir le cobalt, des éléments de terre rares, du graphite, du nickel. Et tous ces éléments-là, donc ils vont être importants pour plein de secteurs dans notre économie, mais notamment pour les secteurs de la transition énergétique, puisqu'ils sont vitaux dans la construction des technos bas carbone. Et donc un des critères, c'est aussi la forte demande. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que ça rentre dans le côté risque associé à l'approvisionnement de ces métaux. Donc si on a un approvisionnement qui n'est pas extensible et qui est concentré dans les mains de certains acteurs avec une demande qui augmente, bah forcément on a un risque et donc une criticité qui augmente. Et alors comment est-ce que cette idée de créer un indice qui est vraiment un projet ambitieux vous est venue, donc à toi et ton co-auteur Jean-Baptiste Haas? Au départ, on cherchait cet indice parce qu'on en avait besoin pour nos travaux. Et puis après avoir écumé la littérature, ce qui avait déjà été fait, on n'a pas trouvé un indice, un produit financier qui nous convenait. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas le créer? Pourquoi pas le créer? Pourquoi pas le faire nous-mêmes finalement cet indice? D'autant que Jean-Baptiste, il était déjà familier avec les méthodologies de construction d'indices. Et alors, initialement, ce projet devait nous durer 3 mois. On s'est dit, voilà, ça va aller vite. Et résultat des courses, ça nous a pris plus d'1 an à construire ce produit. Tout simplement parce que beaucoup d'étapes nous ont demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Et en fait, c'est assez long de construire un produit robuste. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à construire cet outil innovant, unique? Et pourquoi est-ce que tu en avais besoin finalement? Et quels ont été franchement les plus grands défis? Et comment vous avez résolu tous ces défis? Alors c'est une bonne question. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions d'un coup. Alors bon, déjà il y a eu plusieurs étapes de construction de cet indice qui ont demandé du temps. Déjà et qui ont été du coup des défis un peu successifs. Donc c'est-à-dire que la première étape, alors on construit un indice de métaux critiques pour la transition énergétique, mais c'est quoi des métaux critiques pour la transition énergétique? C'est quoi cette liste?
Et en fait, la criticité, elle est propre à chaque pays, elle est propre à chacun. Hein. Donc, c'était pas évident. Et on s'est basé sur une base de données de l'International Energy Agency, hein, donc l'IEA, qui venait identifier en fait les métaux principaux utilisés pour différentes techno bas carbone. Donc on a récupéré en fait cette liste de métaux et ça nous faisait 31 métaux. Et sur ces 31 métaux, on s'est dit bon bah on va récupérer les séries prix de ces 31 métaux. Donc on a réussi à en récupérer 29 séries de prix. Donc c'est des prix spot à fréquence hebdomadaire. Et on a une période qui couvre de 2012 à 2023. Donc vraiment pour amener un indice qui a une profondeur temporelle, qui peut vraiment être utile notamment dans différentes méthodes et différentes utilisations. Et donc ça a été vraiment le premier point. Puis ensuite, en fait, on a ces 29 séries de prix, mais quelle série de prix choisir? Donc ça, c'était un autre défi, c'est-à-dire que, on a pour, je sais pas, pour plein de métal, on peut avoir des séries de prix qui vont être... En tout cas, pour plein de métaux, on a plein de séries de prix qui sont disponibles. Et donc la question était de savoir lesquels on choisit. Et donc, on a mis en place une sorte de petit cahier des charges, de critères de sélection. Donc le premier point, c'est OK, quand on a la possibilité, on choisit des séries de prix, des métaux qui sont cotés en bourse. Donc généralement, c'est coté avec le London Metal Exchange, donc c'est des gros métaux. On va avoir le cuivre, par exemple, le zinc ou le nickel. Mais il faut savoir que ces séries, elles ne sont pas disponibles pour tous les métaux. Parce qu'on a beaucoup de métaux, en fait, qui aujourd'hui font beaucoup parler d'eux, mais le volume d'échange est faible et vont être échangés au gré à gré, exactement. Donc ils vont être échangés au gré à gré. Et donc pour ça, il faut récupérer des séries de prix d'agences de reporting, de prix, hein, des Price Reporting Agency. Et donc dans ces cas-là, on a choisi donc, les prix à l'export chinois reportés donc, par le Shanghai Metal Market. Et vous avez choisi du coup la Chine parce que elle occupe une place très importante. Tout à fait. En fait, le Shanghai Metal Market aujourd'hui est une agence de reporting de prix qui est très très importante, très implémentée sur le marché. Et la Chine, ce qui fait sens puisque la Chine est le premier extracteur et raffineur mondial des métaux nécessaires à la transition énergétique. Donc, producteur, extracteur, c'est pareil. Alors, on va dire que producteur, on va dire que producteur, c'est un terme qui est plus large pour englober différentes étapes dans la chaîne de valeur. Extracteur, c'est vraiment la première étape qui est donc d'extraire les métaux. Et raffinage, c'est donc l'étape suivante qui vient transformer en fait ces métaux pour ensuite qu'ils puissent être utilisés dans par exemple nos techno bas carbone, dans les batteries des véhicules électriques, etc. Prêt à l'utilisation. C'est ça. Ok, donc ça c'est le premier défi, c'est où est-ce qu'on trouve l'info presque. Et oui, non mais tout à fait, c'était vraiment où est-ce qu'on trouve l'info, comment est-ce qu'on est sûr de bien choisir. Donc ça a été assez fastidieux. Beaucoup de lectures, beaucoup de documentation sur chaque spécificité de chaque marché. Vous vous êtes fait aider pour les questionnements, des choses comme ça? Ouais, tout à fait. Par définition, un projet ne se fait jamais seul et donc on a reçu beaucoup d'aide, notamment de l'aide de la part d'Emmanuel H et Valérie Mignon. Emmanuel H est chercheur notamment à l'IFP Énergie Nouvelle et Valérie Mignon, professeure des universités à Paris-Nanterre. Donc voilà, je les remercie vraiment très chaleureusement pour toutes leurs aides. Donc Emmanuel H est un chercheur spécialiste sur ces questions de métaux et qui nous a vraiment beaucoup aidé, mais rien que pour savoir si on allait dans la bonne direction, si ça faisait sens, et non, réellement très, très chouette. Génial. Très chouette, ouais. Alors le deuxième tournant très important. Une fois qu'on a donc ces métaux, ces séries, il faut le construire. Il faut construire un indice.
Donc pour pouvoir construire l'indice, eh bien, on a dû donc mettre en place une méthodologie avec différentes méthodes de pondération. Donc dans un indice, on a nos séries de prix et puis on va appliquer un poids à chaque série de prix. Et donc, en fait, la forme finale de l'indice va varier en fonction de la pondération qu'on applique à chaque métal. Donc la première pondération qui est assez classique, c'est une pondération qui est dite équipondérée. Donc on applique le même poids à chaque métal. Donc c'est une pondération qui est intéressante, hein, mais qui peut manquer en termes de représentativité du marché. Parce que typiquement, on peut quand même facilement supposer que le poids du cuivre, c'est pas du tout le même que le poids de certaines terres rares. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Là est venu un autre challenge qui a été du coup de récupérer le volume d'échange associé à chaque métal pour ensuite pouvoir pondérer par rapport à la réalité en fait du marché. Et donc, volume d'échange de chaque métal, eh bien, volume d'échange de chaque métal, on les a pas. Hein, on les a pas toujours. Donc, pour ça, on a utilisé un proxy qui est donc de récupérer les volumes d'export de chaque métal. Donc, grâce à la base de données de l'UNComTrade et de BASI, donc qui est la base de données UNComTrade raffinée et construite par deux auteurs, Gaulier et Zignago. On a ces volumes d'export pour chaque métal, mais la question était, c'est quoi les bons volumes d'export pour chaque métal ? Qu'est-ce qu'on choisit comme ligne à l'export ? Est-ce qu'on choisit, je ne sais pas, par exemple, la forme du métal, à cette première, le volume d'échange du métal extrait à sa première forme, ou est-ce qu'on va choisir quelque chose d'un peu plus élevé dans la chaîne de valeur, donc à l'étape du raffinage, ou à l'étape finale de l'assemblage en fait. Donc c'était pas si simple. Et qu'est-ce que vous avez choisi ? alors finalement, on a choisi l'étape du milieu généralement, hein, qui est l'étape de raffinage. Et en fait, au-delà de ça, c'est surtout qu'on s'est dit qu'on allait être le plus on allait essayer de ne pas faire trop d'hypothèses. Donc, on a regardé la forme du métal qui était échangé dans notre série de prix et on a collé à cette forme de métal. Et souvent, la forme de métal échangée dans la série de prix, c'est la forme brute, donc sous forme de lingots, par exemple. Voilà. Okay. Donc, qui peut correspondre en fait à cette étape intermédiaire hein, dans la chaîne de valeur. Et là, on est à combien de mois de travail à peu près ? On est à bien 6 mois déjà. La moitié. Ouais, on est déjà, voire même peut-être un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres étapes à signaler ou est-ce qu'on peut parler un peu de la robustesse de l'outil ou c'est encore un peu tôt ? Non, mais en fait, effectivement, après voilà, donc on a testé ces différentes méthodes de pondération. Dans la méthode de pondération par rapport au volume d'échange, même comme ça, on s'est dit qu'il y avait un souci. C'est-à-dire que, ok, on pondère par rapport au volume d'échange de chaque métal, mais ça amène une certaine sensibilité au niveau de l'indice, puisque du coup, on va avoir des gros métaux qui vont avoir beaucoup de poids dans l'indice et des petits métaux qui vont avoir très peu de poids. Et ce qui va faire en fait que la dynamique du prix, la dynamique de l'indice, va être complètement drivée par ces gros métaux. Donc ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste, c'est qu'on a décidé d'imposer un poids maximal qu'un métal ne peut pas dépasser. Donc on parle d'un cap qui a été fixé à 20%. Et donc avec ce cap à 20%, on impose que donc voilà, notre métal ne peut pas le dépasser, hein, on ne peut pas dépasser ce cap. Et du coup, le reste des poids a été redistribué de manière proportionnelle entre chaque métal pour coller au maximum à la distribution initiale. Et là, effectivement, je pense qu'on avait déjà un bon produit fini, donc avec plein de métaux, pas mal de robustesse au niveau de la méthodologie. On en a fait d'autres, mais bon, je vais peut-être pas tout détailler. Et puis voilà. Et puis ça y est, on a un indice. Et puis ça y est, on a un indice, mais ce n'est pas fini. Puisque la question est, ok, maintenant, il faut s'assurer que notre indice, il est robuste. Ouais, parfait. Et alors pour ça, pour s'assurer que l'indice il est robuste, on s'est dit qu'il fallait que notre indice il soit plausible et qu'il soit comparable.
Donc plausible, c'est-à-dire est-ce que déjà la forme qu'on obtient de cet indice, il fait sens? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que finalement ces fluctuations, ces tendances sont celles auxquelles on pourrait s'attendre? Donc en fait simplement on a regardé comment évoluait notre indice et on a regardé si ces évolutions collaient avec des événements qui sont apparus sur les marchés globaux, hein, par exemple la pandémie, mais également correspondaient à des événements sur les marchés miniers ou sur les technos bas carbone. Et donc une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est dit finalement il a quand même une bonne tête, on s'est dit il faut se demander si cet indice il est comparable et en quoi est-ce qu'il est entre guillemets plus performant que d'autres. Et donc pour ça on a récupéré donc l'indice qui se rapproche le plus du nôtre, hein, qui est un indice un sous-indice d'un indice global qui s'appelle le PCPI, le Primary Commodity Price Index, qui est maintenu par le FMI. Et en fait, cet indice, donc ce sous-indice s'appelle l'ETM pour l'Energy Transition Metals Index. Et donc il est très intéressant, ça se rapproche quand même un peu de ce qu'on fait, mais il a des limites qui, à notre sens, fait que notre indice, en tout cas les dépasse à ce sens-là. Donc c'est-à-dire que rien que dans sa composition, dans mes souvenirs, on a 16 métaux dans l'ETM. Nous, on en a 29, mais surtout, il manque des métaux qui sont nécessaires à certaines technos bas carbone. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, le gallium, le germanium et le graphite. C'est des technologies qui sont, c'est des métaux qui sont importants et qui, en plus de ça, aujourd'hui, sont au cœur d'enjeux géopolitiques, puisqu'on a eu notamment des annonces de restrictions à l'échange autour de ces métaux en provenance par la Chine. C'est un indice qui est également proposé à une fréquence mensuelle, alors qu'on a une fréquence qui est hebdomadaire, et on a moins de tests et de robustesse au niveau des méthodes de pondération. Ils font une pondération du coup en fonction du volume d'échange, mais ils ne mettent pas de cap sur leur indice. Ce qui amène encore une fois potentiellement des problèmes d'instabilité. Sur quels critères il faut se baser pour dire cet outil est robuste? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un outil est plus robuste qu'un autre? Je dirais à quel point est-ce que il y a des tests de robustesse qui ont été faits, le produit va changer en fonction de tel ou tel choix méthodologique en fait. Ça, c'est quand même un premier point. À quel point est-ce que les choix sont motivés aussi. Donc, ça revient finalement à quel point est-ce que c'est transparent, à quel point on a de l'information sur comment est-ce que ça a été construit. Je pense que ça, c'est très important. Ouais. Parfait. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et d'ailleurs, du coup, l'indice a pour but d'être mis à disposition. Donc, je vous incite à aller voir la page Pladifes, à aller voir la page métaux-critiques où il y a plusieurs bases de données sur les métaux critiques, hein, notamment du coup notre indice. Aujourd'hui, on est en cours de négociation donc avec les fournisseurs de données pour le mettre vraiment librement à disposition. Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent désormais en fait nous contacter. Et puis, est-ce qu'il y a une phase de bêta-test où tu as envie de faire utiliser cet outil pour avoir d'autres retours, ou c'est terminé, c'est validé? Non, mais je pense que dans tous les cas, un outil n'est jamais terminé et validé. C'est bien, je pense, le point noir de la recherche, c'est qu'un projet n'est jamais fini, complètement fini. Non, il a pour but d'évoluer, ça c'est évident. Donc voilà, mais en tout cas, sa première version, sa première forme est disponible et accessible. Et d'ailleurs, le document de travail associé à cet indice est complètement transparent, hein, donc dans les séries qui sont utilisées, dans la méthode 2, etc. Donc toutes les informations peuvent être trouvées. Bravo, vraiment bravo. Voilà, merci. En quoi l'Institut Louis Bachelier a été utile pour toi en tant que chercheuse ou peut-être dans ce projet ?
Alors, l'Institut Louis Bachelier était très utile puisque dans un premier temps, c'est lui qui m'héberge. Hein. Donc, et puis c'est l'ILB qui héberge le projet Platyfest. Donc en fait, ce projet n'aurait pas pu naître de la manière dont il est né aujourd'hui sans l'ILB et Platyfest. Dans le sens où bien évidemment hein, que j'aurais pu construire, on va dire, cet indice avec mon co-auteur sans être rattaché à l'ILB et Platyfest, mais ça fait sens lorsqu'on est en plus intégré dans un projet qui vise à promouvoir en fait ce type de base de données ou avec lequel on a un soutien assez fort, une équipe d'ingénieurs qui travaille du coup sur ces questions qui est super et c'est génial de pouvoir institutionnaliser un produit qu'on a construit en fait. Donc là-dessus, ça n'aurait pas pu être possible sans Platyfest. Comment aujourd'hui cet outil, il a un nom? Ouais, peut-être. Tout à fait, peut-être. Donc l'indice s'appelle le CRNI. Voilà, donc une pensée pour Emmanuel H, donc, qui nous a suggéré ce nom, en référence au CRMA, qui est donc le Critical Raw Material Act, qui a été mis en place par la Commission européenne. Donc voilà. Très très bien. Ok. Alors comment justement le CRMI peut s'intégrer dans un quotidien pour quelqu'un qui aurait besoin d'un indice et de suivre les prix? Alors, je pense qu'il peut s'intégrer dans le quotidien différemment en fonction des personnes qui l'utilisent. Pour les chercheurs, principalement, ça permet en fait de continuer à investir ces questions sur les métaux critiques. Donc, typiquement, on peut mettre en place des travaux empiriques, regarder quel va être l'impact d'un choc de prix sur les métaux critiques sur différentes variables macro-financières, par exemple. Ça peut être utile pour d'autres chercheurs qui souhaitent faire du théorique, d'avoir un indice qui déjà retrace un peu l'évolution donc historique des prix des métaux pour pouvoir ensuite projeter par exemple l'évolution des prix, faire différents types de scénarios. Donc ça c'est le côté recherche. Après côté praticien, je pense que ça sert de benchmark tout simplement aujourd'hui, bon bah tiens, le prix du lithium, il est à combien? Ok, par rapport au benchmark métaux critiques pour la transition énergétique, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Voilà, ça permet quand même un peu de se positionner, aussi d'observer les tendances, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui drive le prix des métaux. Donc ça, ce serait super intéressant. Finalement, est-ce que c'est des gros événements globaux? Est-ce que c'est plutôt des événements qui sont propres à ces marchés? Donc ça, c'est aussi super intéressant pour les praticiens. Et puis après, pour les policy makers, je pense que c'est super intéressant parce qu'on a besoin d'avoir un outil sur lequel on peut se baser pour ensuite avoir des études et mener des politiques économiques qui sont cohérentes et consistantes, quoi. Et finalement, c'est un peu le petit fléau, enfin le petit. On espère vraiment que cet outil sera du coup utilisé et diffusé largement. Ben, on espère. En tout cas, nous, on y croit. Donc, libre à vous d'y croire aussi et d'utiliser le CRNI. Et en mot de conclusion, je pense que j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont pu nous soutenir durant ce projet. Donc, de mon côté, bien évidemment, on a mes superviseurs à la Banque de France et à l'ILB, donc avec notamment Peter Tonkoff ou Romain Schwarzman, l'ensemble des équipes qui m'accompagnent, et puis toutes les personnes qui ont pu avoir des échanges ou interagir avec Jean-Baptiste également. Voilà, donc un grand merci à vous tous. You did it. Voilà. We did it. We did it, exactement. Merci Capucine.